Je vais le présenter. Je le remercie d'avoir accepté. Yves Gingras est bien connu dans le monde des sciences sociales. C'est à la fois un sociologue et un historien des sciences. Il est canadien, il est professeur à l'Université du Québec à Montréal, mais surtout maintenant, depuis quelques années, il détient une chaire prestigieuse, la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Donc cette double spécialité. Il est, je l'ai dit, historien et sociologue, mais il a une formation de physicien. Et dans ses travaux, il a publié à la fois sur beaucoup de travaux d'analyse quantitative sur de bibliométrie ou de critique de la bibliométrie, on va en parler, mais aussi d'histoire des sciences et d'analyse épistémologique de la mathématisation de la physique. Et je crois qu'il a un livre en cours sur ces thèmes-là. Donc il travaille sur 3 pieds au moins. C'est un homme remarquable. Et donc je vous recommande une publication très récente de lui-même dans la collection Raison d'agir, chez l'éditeur Raison d'agir, qui s'appelle Les dérives de l'évaluation de la recherche, du bon usage de la bibliométrie. Je pense que nous aurons des échos de cet ouvrage tout de suite. Je lui cède la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Aujourd'hui, vous avez entendu le discours sur la question de l'utilité du travail, des tâches et de son environnement. Donc, moi, je vais faire un lien avec le fait que non seulement il y a des tâches, il y a un environnement du travail, mais aussi une évaluation du travail. Et le travail dont je parle aujourd'hui, c'est le travail des chercheurs. Donc, les chercheurs, on peut considérer que faire de la recherche, c'est un travail, et donc, c'est un travail qui est évalué. Pourquoi on parle aujourd'hui donc de l'évaluation de la recherche? On sait que c'est un thème devenu très important au cours des 10 dernières années. On parle partout d'évaluation. On a entendu des présidents dire que si le travail n'est pas évalué, il n'a pas de valeur. Vous vous souvenez peut-être du discours de Sarkozy qui a utilisé ces phrases que le travail n'a de valeur que s'il est évalué. Donc, c'est un contexte, l'évaluation, qui est très actuel. Au niveau de la recherche, puisqu'on parle de l'omniprésence de l'évaluation, je pense qu'il est important de rappeler que dans le domaine de la recherche, l'évaluation, c'est quelque chose de très ancien. Et donc, on peut évaluer, comme je l'ai suggéré dans le titre, à plusieurs échelles. Tout d'abord, la recherche scientifique étant une activité qu'on peut caractériser au niveau du chercheur, on peut avoir donc de la recherche au niveau individuel et donc de l'évaluation au niveau individuel. Mais parler d'évaluation de la recherche, c'est donc poser la question de l'expertise, parce que évaluer, au fond, c'est expertiser. Et c'est une pratique qui est très ancienne, et dans le cas de la recherche scientifique, elle ne date pas des 10 ou 20 dernières années, elle date de l'institutionnalisation même de la recherche au XVIIe siècle, et même l'expertise des travaux intellectuels est encore plus ancienne. On pourrait même prendre simplement le cas de la Sacrée Congrégation de l'Index, et qui, lorsqu'elle avait évalué des travaux considérés comme hérétiques, on pense aux travaux de Galilée en 1615 et encore ensuite en 1633, avant de qualifier Galilée de hérétique, on doit demander à des experts, des théologiens, des philosophes de la nature au XVIIe siècle, pour lire les travaux, faire rapport à l'Inquisition qui, à la lumière de l'expertise, décidera si on doit brûler Galilée ou non. Donc l'expertise, c'est ancien. Mais dans le cas de la recherche scientifique, la caractéristique première de la recherche scientifique, son produit habituel, c'est la publication. Or, l'institution de la science, vous le savez, c'est au XVIIe siècle. Et donc, dès l'institutionnalisation de la science au XVIIe siècle, on pense aux travaux de Galilée, mais on pense aux travaux de Newton, et on pense aux institutions. Donc, parler d'institutionnalisation de la science, c'est parler de la création d'institutions, l'Académie des sciences en France, la Société royale de Londres en Angleterre. Et donc, en 1660 est créée la Société royale, et en 1665 arrive une innovation intellectuelle et institutionnelle très importante, qui est la création des publications savantes. La Société royale de Londres, via son secrétaire Henry Oldenburg, crée les Transactions of the Royal Society of London. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment même de la création, dans les minutes de la réunion, on dit
les publications qui vont paraître dans les transactions de la Société royale de Londres devront être évaluées par des membres de la Société royale. Donc, on voit que l'idée d'évaluer est intrinsèque et émerge au même moment que l'institutionnalisation de la science moderne. Donc, je ne ferai pas les détails sur 3 siècles, mais je vais vous donner des points d'ancrage sur l'évolution rapide de ces techniques d'évaluation. Le cas qui est très intéressant et qui nous montre comment fonctionne l'évaluation à l'époque, donc on peut dire cette expertise par les pairs étant ceux qu'on considère à l'époque capables d'évaluer le travail, on pense au travail de Newton. En 1672, Newton publie sa première publication scientifique, qui est une publication pour nous remarquable, parce que c'est la publication dans laquelle il montre au fond que la lumière blanche est constituée d'un spectre lumineux, le fameux arc-en-ciel. Jusque-là, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'est la lumière blanche. Est-ce que c'est une entité homogène? Newton dit non, c'est une entité hétérogène qui contient plusieurs couleurs différentes, le fameux spectre électromagnétique, si on le dit en termes contemporains. Donc, lorsqu'il soumet à la Société royale, il est évalué par Robert Hooke, qui est un expert aussi à la même époque et qui a lui-même sa propre théorie de la couleur, qui n'est pas publiée encore, ça circule plutôt à travers des lettres. Parce que les correspondances scientifiques au XVIIe siècle sont très importantes. On pense à celle que Oldenburg, le secrétaire de la Société royale de Londres, circule lui-même. On pense en France à celle du père marin Mersenne, qui est un noyau d'un centre, d'un réseau d'échange de lettres. Descartes va envoyer un bon nombre de lettres à Mersenne, qui va donc faire circuler les connaissances à travers le réseau des correspondants. La publication scientifique dans des revues renommées comme les Transactions de la Société royale de Londres, ou à partir d'environ 1700, les comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris. Donc, il y a tout un ensemble de revues qui vont remplacer, en un sens, les correspondances comme lieu d'attestation de la découverte. Donc, que dit Hooke sur le travail de Newton? Bien, au fond, il critique très sévèrement. Donc, on sait que les pairs considèrent toujours que le travail doit être amélioré et le travail n'est jamais très bon. Hein? Le travail qu'on fait est bon, mais le travail que les autres font n'est jamais très bon. Donc, Hooke ne fait pas exception même au XVIIe siècle. Il dit que, bon, finalement, la contribution de Newton, c'est pas si original, et même que peut-être qu'il a plagié de son propre travail, dont il a entendu parler probablement, et que ce n'est pas un travail très important. Newton, qui a une personnalité un peu ombrageuse, décide que face à cette critique inacceptable, il ne publiera plus jamais de sa vie, parce qu'il n'accepte pas la critique. Donc Newton cesse de publier ses travaux, il se contente de travailler en privé. Dans les rumeurs, les correspondances, on sait à peu près sur quoi il travaille, mais toujours est-il qu'en 1684, la Société royale de Londres commence à cajoler Newton pour lui dire « Écoutez, M. Newton, on sait que vous avez en préparation un ouvrage monumental qui va devenir en 1687 le fameux principe mathématique de philosophie de la nature, qui est la réponse au principe de philosophie de Descartes, d'où le titre principe mathématique de philosophie, et non pas principe de philosophie tout court, qui était celui de Descartes. Et donc, on cajole Newton et finalement, on le convainc de sortir de sa réaction négative à la critique des pairs et d'accepter que la Société royale publie son gros ouvrage en 1687. Donc, on voit que l'évaluation par les pairs, c'est ancien. Et ça va s'institutionnaliser, ça va prendre des formes beaucoup plus rigides au cours du temps. Mais, quand même, cette rigidification qu'on verra de l'évaluation par les pairs date au fond surtout d'après la Deuxième Guerre. Donc, j'ai un autre exemple qui est très intéressant, que Einstein lui-même, bon, grand savant parmi les savants, l'équivalent de Newton au XXe siècle, Einstein, en 1905, avait publié des travaux très importants dans la revue allemande, la plus grande revue de physique de l'époque, Annalen der Physik, qui était dirigée par des grands physiciens de l'époque, Paul Drude et Max Planck. Max Planck disait dans sa correspondance qu'il n'aimait pas refuser les publications de ses collègues. Et donc, au lieu de refuser la publication, il aimait mieux suggérer des modifications, des corrections, pour ensuite accepter la publication. Donc, on a toujours l'idée d'évaluer par les pairs, mais les évaluations, selon les revues, selon le tempérament des chercheurs, sont soit plus positives, plus négatives, mais elles doivent toujours passer par le filtre de l'évaluation par les pairs. Donc Einstein était habitué au système allemand où c'est un peu une petite communauté au début du XXe siècle. Donc
c'est une toute petite communauté qui se connaît à peu près et qui peut se considérer comme une famille où l'évaluation se fait de façon sympathique. Mais lorsqu'Einstein déménage aux États-Unis au début des années 30, on sait pour quelle raison, il s'installe à Princeton, à l'Institute for Advanced Study, et il continue son travail de recherche, mais là, il soumet son article à la revue américaine Physical Review, qui est une revue de qualité très, très forte, mais c'est encore les revues allemandes qui sont dominantes. Mais à partir des années 30, la revue Physical Review devient de plus en plus importante dans le champ de la physique au niveau international. Et là, Einstein, qui ne connaissait pas la formalisation que les Américains ont amenée à l'évaluation par les pairs, est assez surpris de recevoir une lettre où le rédacteur dit « Oui, je vous remercie, M. Einstein, d'avoir soumis votre publication. Nous l'avons envoyée à des évaluateurs externes, anonymes, et voici le résultat. » Donc, Einstein reçoit la fameuse lettre d'évaluation d'un collègue anonyme, bien sûr, qui lui dit « Dans le papier d'Einstein, il y a une erreur monumentale. Le texte d'Einstein voulait démontrer l'inexistence des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, au fond, c'est l'équivalent des ondes électromagnétiques pour la matière. Si vous avez des masses comme les étoiles qui oscillent de façon importante, ils vont émettre des ondes gravitationnelles. Il existe aujourd'hui des appareils immenses pour essayer de mesurer justement le passage des ondes gravitationnelles. On ne les a pas détectées comme telles, mais on sait depuis les années 20 qu'elles devraient exister. Donc Einstein, en 1936, considère par ses calculs que finalement, il a trouvé une découverte importante, c'est qu'il n'y aurait pas d'ondes gravitationnelles. Mais lorsqu'il reçoit la lettre, il est un peu surpris. Il répond au rédacteur, « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? » Il dit, « Moi, quand je vous ai envoyé mon papier, ce n'était pas pour le soumettre à quelqu'un sans ma permission, encore moins de m'envoyer un rapport anonyme qui me dit que je me suis trompé. » Donc, on voit encore que l'évaluation par les pairs, on est toujours dans une relation difficile d'accepter la critique. Mais Einstein, au fond, après avoir lu attentivement le rapport, a bien compris qu'il a fait une erreur effectivement monumentale et donc va tenir compte des corrections, mais comme il a retiré son papier par réaction à Physical Review, un peu comme Newton a dit « je ne publie plus dans les Transactions », Einstein a dit « je retire ma publication, je ne publie pas dans Physical Review, je ne comprends pas pourquoi on a soumis à un évaluateur anonyme ». Les historiens qui maintenant ont accès aux archives, on sait qui est le fameux évaluateur anonyme. C'est un grand physicien, H.P. Robertson, qui à l'époque est le professeur à l'université de Princeton et est lui-même un expert mondialement reconnu sur la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, c'était quelqu'un de bien placé pour évaluer le travail d'Einstein et l'évaluation par les pairs permet d'améliorer la qualité du texte et éviter des bourdes monumentales parce qu'on peut imaginer que si la revue avait publié le travail d'Einstein avant évaluation, une fois publié, les chercheurs compétents auraient immédiatement trouvé les erreurs d'Einstein qui auraient un peu perdu la face. Donc, l'avantage de l'évaluation par les pairs, si on le voit du côté positif, c'est de dire on vous aide à améliorer. Donc, Einstein, effectivement, a fait les corrections et a publié son texte On Gravitational Waves, dont le titre est l'inverse du titre original. Loin d'avoir voulu démontrer qu'il n'existait pas d'ondes gravitationnelles, l'évaluation par les pairs lui a permis de comprendre qu'il a fait une erreur et que son papier a pris le sens inverse. Il existe des ondes gravitationnelles, mais il le fait paraître dans le Journal of the Franklin Institute. Et cette formalisation et uniformisation de l'évaluation par les pairs, on la voit bien dans les archives de la revue Physical Review, où on voit que le rédacteur en chef tient une liste des dates d'arrivée des manuscrits. Pourquoi les dates d'arrivée des manuscrits? Pour garder, ce qui est fondamental dans le champ scientifique, la question de la priorité. Si quelqu'un dit qu'il a découvert quelque chose avant l'autre, la date d'arrivée d'un manuscrit dans une revue fait office de date de découverte. Au 17e siècle, c'était plutôt des anagrammes qu'on déposait auprès d'une société savante ou des cachets qu'on disait d'ouvrir quelques mois plus tard pour confirmer la date de découverte. Donc, l'idée de priorité est toujours implicite dans le mécanisme d'évaluation. Et on voit ici, donc, lorsqu'il reçoit le papier de Einstein et son assistant Rosen, il le soumet à Robertson, qui, une semaine plus tard, envoie son rapport, qui est envoyé ensuite le 23 juillet à Einstein. Et ensuite, les lignes sont blanches, parce que, comme je vous l'ai dit, Einstein, un peu offusqué de
ne pas comprendre l'évaluation par les pairs, a retiré son papier, mais finalement a compris que c'était bon l'évaluation par les pairs parce qu'il a amélioré son papier lui-même. Donc, l'évaluation par les pairs, c'est une méthode, au fond, de valider la connaissance. Pourquoi? Parce que dans le champ scientifique, la connaissance scientifique, ce n'est pas une connaissance privée, ce n'est pas le fait que Einstein croit quelque chose, c'est la connaissance publique validée collectivement. Et donc, pour valider collectivement la connaissance publique, il faut passer par l'évaluation par les pairs. Donc, depuis le 17e siècle jusqu'à nos jours, les publications de Pierre Michel doivent aussi passer par l'évaluation, même si, comme nous, on n'est jamais trop content des commentaires qu'on reçoit. Donc, ça fait des siècles qu'on accepte de se faire critiquer par nos collègues. Et donc, ça, c'est l'évaluation à l'échelle individuelle. Ensuite, cette échelle individuelle était donc uniquement au niveau des publications. Maintenant, on va multiplier les publications. Lorsque la science, surtout à partir du 20e siècle et de la deuxième demi du 20e siècle, va devenir encore plus institutionnalisée, l'État va comprendre qu'il a intérêt à aider les chercheurs à faire de la recherche. Et pour aider les chercheurs à faire de la recherche, ça veut dire leur donner des octrois de recherche. Mais pour donner des octrois de recherche, il va falloir soumettre des projets de recherche qui eux-mêmes vont être repartis pour l'évaluation. Donc le mécanisme va être le même, mais les évaluateurs, au lieu de lire des publications, vont lire des projets de recherche et vont évaluer la qualité relative de ces projets et ils vont les accepter ou non, et donc les octrois vont être obtenus. Cette institutionnalisation des organismes de recherche s'est faite à des vitesses différentes. Le premier organisme qui subventionne systématiquement les chercheurs avec des comités de sélection, c'est le Conseil national de recherche du Canada en 1916, et les Américains, quand même, qui, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, insistaient davantage sur le financement privé, ont compris après la Deuxième Guerre que l'État doit aussi subvenir aux besoins des chercheurs qui sont très utiles, surtout en temps de guerre. Hein? On a découvert que les scientifiques, aussi abstraits soient-ils, sont capables de faire des radars, sont capables de faire des bombes à billes, sont capables de faire des bombes atomiques, et donc l'État a compris que c'est peut-être rentable de les encourager à faire de la recherche qui un jour servira peut-être à des fins inusitées. Et en Europe aussi, en Angleterre dans les années 60, et la création en 2005 en France de l'Agence nationale de la recherche, qui a été beaucoup discutée en rapport avec le CNRS, ce n'est qu'au fond l'adaptation à un modèle qui est à peu près universel et qui, en France, n'était pas encore institutionnalisé. L'Agence nationale de recherche fait ce que tous les autres organismes dans le monde font depuis plus de 30 ans. Donc, il ne faut pas essayer de réinventer la roue, il faut plutôt essayer de voir comment ça fonctionne ailleurs et prendre des techniques fonctionnelles bien établies. Et donc, autre chose d'évaluation toujours, lorsque non seulement on publie, on est évalué par les pairs, lorsqu'on demande des octrois, on est évalué par les pairs, et lorsqu'on demande des promotions académiques, on est aussi évalué par des pairs. Moi, je reçois de temps en temps d'universités américaines des dossiers en disant « Monsieur Gingras, est-ce que vous pouvez lire ces publications, nous faire un rapport de 4-5 pages? Est-ce que vous croyez que Monsieur X mérite une promotion? » Ils envoient une lettre similaire à 4-5 individus à travers le monde, le doyen reçoit les rapports et conclut en gros, en tenant compte des commentaires externes, si cet individu mérite la promotion qu'il demande. Encore une fois, on voit que l'évaluation, loin d'être nouvelle, elle est ancienne, elle est récurrente. Et depuis surtout les années 80, ensuite, on a un nouvel étage d'évaluation. L'évaluation n'est plus maintenant au niveau individuel, on commence à vouloir évaluer des structures institutionnelles. C'est par exemple la mise en place d'évaluation de départements, d'évaluation de centres de recherche, mais encore là, c'est fait par des pairs. On prend des comités de pairs qui viennent faire des visites dans des laboratoires qui sont évalués à tous les 7 ou 10 ans, mais c'est toujours la même mécanique de qualification du travail en disant est-ce que ce travail-là mérite d'être continué, mérite d'être encouragé ou devrait plutôt être réorienté dans une autre direction. Donc, on ajoute une autre couche d'évaluation. Et par exemple, aux États-Unis, depuis 1982, le National Research Council évalue à tous les 10 ans 4000 programmes de doctorat dans 41 sous-disciplines, dans 274 institutions. Voyez-vous, c'est une machine absolument énorme et qui dit à tous les 10 ans, est-ce que les programmes sont encore de qualité? Toujours par des comités de pairs qui viennent regarder les programmes, le contenu, les diplômés. Donc, la machine d'évaluation, elle est énorme. Un autre étage, c'est
rajouté, qui lui, à mon avis, est beaucoup plus typique de l'Europe, c'est très récent, fin des années 90-2000, c'est l'idée que maintenant on va évaluer les revues. Donc déjà, les revues évaluaient les publications des chercheurs, et maintenant, il y a des organisations qui ont eu l'idée géniale de dire on va évaluer les revues. Et tout récemment, donc fin des années 90, la dernière couche s'est ajustée. Maintenant, on va évaluer les universités elles-mêmes, non plus les programmes dans les universités, mais les universités comme telles. Et donc, il y a eu une transformation au cours de cette période de plusieurs siècles. Il y a une transformation des mécanismes d'évaluation. En gros, de 1600 jusqu'à 1980, donc si on met 1680, donc 3 siècles, pendant 3 siècles, l'évaluation qualitative par jugement de pairs, collectif dans des comités ou individuels, était le mécanisme général, jusqu'aux années 80. Depuis les années 80, on voit une montée des données quantitatives. Donc, au lieu de se fier aux lettres que j'aurais pu écrire de façon qualitative en jugeant la qualité des travaux, depuis les années 80, on veut de plus en plus ajouter à ça ou remplacer par des données quantitatives qu'on appelle la bibliométrie, compter des choses. On peut compter des publications, on peut compter des octrois de recherche, et comme on verra un peu plus loin, on peut compter des citations. Qui mentionne le nom d'un chercheur dans ses publications? Là, on va essayer donc de comprendre pourquoi il y a eu ce virage à partir des années 80. C'est le fruit, je pense, de 2 courants qui se rencontrent. Donc, c'est 2 séries causales indépendantes, mais qui vont se rencontrer dans les années 1980. La première série, c'est la montée de la bibliométrie. Une parenthèse, c'est que dans la bibliométrie, il y a 2 choses. Il y a la mesure des publications, compter les publications, dire, par exemple, au CNRS, en telle année, il y a eu tant de publications, c'est plus que tel autre pays. Donc, les gens vont maintenant comparer leur nombre de publications. Mais dans les publications, il y a aussi des références. Hein? On vient de le voir, lorsqu'un chercheur parle, il se fonde toujours sur des travaux antérieurs. Et donc, pour montrer qu'on se fonde sur les travaux antérieurs, on les met dans la bibliographie. Ça va devenir ce qu'on va appeler une citation. On va citer des auteurs antérieurs. Et c'est une reconnaissance de la priorité. Par exemple, à l'Académie des sciences de Paris, au milieu du 18e siècle, lorsque les publications sont soumises au comité de publication, il arrive fréquemment que le rapport d'évaluation indique explicitement que l'auteur doit ajouter des citations aux travaux antérieurs qui ont été oubliés par l'auteur. Peut-être que l'auteur n'aimait pas l'autre, il y a peut-être un conflit, mais le comité disait, écoutez, vous travaillez sur la chimie de telle chose, Monsieur Priestley en Angleterre a déjà fait des choses, vous devez les citer. Donc, l'idée de citer est une idée ancienne qui est reliée, au fond, à la reconnaissance de priorité. C'est donc un mécanisme institutionnel de reconnaissance. Mais ce mécanisme-là va devenir mécanique. Comment? À partir des années 60, pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre, tous les chercheurs et toutes les bibliothèques ont un problème de croissance exponentielle des publications scientifiques. Que vous soyez physicien ou chimiste, à l'époque, vous réalisez que vous ne pouvez plus lire tout ce qui se publie dans votre propre domaine. Et donc, il y a un chercheur qui est Eugene Garfield, qui a un doctorat en sciences de l'information, qui a eu l'idée géniale en 1955 de dire, pour trouver les publications dans votre domaine, la meilleure façon, c'est de chercher des références, donc des citations. Par exemple, si vous travaillez sur la relativité restreinte d'Einstein, puis vous voulez trouver les publications dans le domaine, Garfield s'est dit le plus simple, c'est que vous allez chercher, dans une base de données que je vais créer, les citations au papier d'Einstein de 1905. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, dans sa publication quelque part, cite Albert Einstein en 1905, c'est probablement parce qu'il parle de relativité. S'il citait Aristote, il ne parle probablement pas de relativité, mais plutôt de philosophie. Donc, la citation pour Garfield, c'est un usage bibliothéconomique pour trouver de l'information. Donc, c'est bibliographique. Et donc, il fonde sa compagnie, qui est Institute of Scientific Information, et il publie en 1961 le fameux, ce qui va devenir fameux surtout dans les années 70, le fameux Science Citation Index, c'est-à-dire la base de données électronique. À l'époque, c'est uniquement sur des bottins de milliers de pages qui contiennent l'ensemble des citations. Maintenant, c'est sous forme électronique sur Internet, où vous avez la capacité de trouver toutes les citations à des auteurs.
Mais pour créer ça en 1960, en 1955, il y a besoin d'argent. Donc, c'est la National Science Foundation qui va lui donner un octroi pour mettre au point le principe de sa théorie, pour montrer que ça fonctionne en pratique, qu'on peut informatiser les revues. Et une fois que ça a été démontré, il va créer sa propre compagnie pour produire et vendre aux bibliothèques le fameux Science Citation Index. Et on voit que le fait que la National Science Foundation ait aidé Garfield à créer son outil, c'est que pour la National Science Foundation, la capacité des chercheurs à obtenir l'information dont ils ont besoin est cruciale pour l'avancement des sciences. Donc, le contexte du fameux Science Citation Index est un contexte d'information scientifique en croissance exponentielle et il faut trouver des mécaniques automatiques pour trouver les meilleures publications dans notre domaine. Bien sûr, l'effet inattendu, c'est qu'une fois qu'on a créé le Science Citation Index, à la fin des années 60, émergent ce qu'on appelle les politiques scientifiques. Et donc, les gouvernements se disent quel est l'état de la science aux États-Unis comparé à l'état de la science en Allemagne. On veut chercher les indicateurs. Un des premiers indicateurs les plus courants, c'est bien sûr le niveau d'investissement en recherche et développement. Si on dit qu'un État met 2 % de son PIB, donc son produit intérieur brut, sur la recherche scientifique, on peut penser qu'il va être plus efficace scientifiquement qu'un pays qui met 1 % de son produit intérieur brut. Donc, on a une mesure d'investissement de recherche comme indicateur de développement scientifique comparable entre les pays. Mais on n'a pas de mesure de output. Donc, un intrant, c'est beau, mais il faut peut-être avoir une mesure d'un extrant. C'est là qu'on regarde le Science Citation Index et on se dit, finalement, avec le Science Citation Index, je peux compter les publications américaines, les publications françaises, les publications chinoises, et donc un outil quantitatif de ce qui sort du système de la recherche, qui est une analyse input-output. Donc, alors que l'outil a été créé pour les bibliothèques, il devient utilisé pour la politique scientifique à partir de la fin des années 60 et il devient institutionnalisé formellement dans le Science Indicators que le National Science Foundation va publier aux États-Unis à partir de 1972. À chaque 2 ans, il y a un gros livre de statistiques sur la recherche aux États-Unis qui compare le monde et qui inclut les données bibliométriques. Donc, d'un outil technique pour les bibliothèques au début des années 60, c'est soudain devenu un outil politique de la recherche pour avoir des données sur ce qui sort du système de la recherche. Toujours en termes bibliothéconomiques, les bibliothèques doivent gérer des collections. Donc, ils se disent, j'ai dans ma bibliothèque la revue Annalen der Physik de 1940, on est en 1980, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la garde sur place? Est-ce qu'elle est utilisée par mes chercheurs? Jusqu'aux années 70, on n'avait pas vraiment d'outils autres que faire un sondage auprès des chercheurs de chaque bibliothèque et de leur dire, bon, ou bien de regarder qui avait emprunté la revue Physical Review. Lorsqu'on découvre que Physical Review, avant 1945, n'est pas utilisé, on peut l'envoyer à la bibliothèque dans la sous-bassement pour laisser des espaces aux revues courantes. Donc, c'est vraiment un outil de gestion des bibliothèques. Et comme on a l'index, Garfield crée un nouvel indicateur qui s'appelle le facteur d'impact, qui va avoir des conséquences énormes à partir des années 1990 et 2000, mais qui a été créé, encore une fois, pour des données bibliographiques. Le facteur d'impact, ça vous donne l'idée du taux de citation d'une revue chaque 2 ans. Donc, c'est un chiffre qui vous dit qu'en gros, une revue est citée beaucoup par les autres revues ou pas beaucoup. Donc, pour un bibliothécaire, s'il voit qu'une revue n'est jamais citée pendant 10 ans, donc ça veut dire que personne ne la lit, peut-être que s'il y a des coupures budgétaires, ils vont se fonder sur le facteur d'impact pour se désabonner à un certain nombre de revues et garder le budget sur les revues les plus importantes et découvrir des revues importantes. Donc, le facteur d'impact devient un indicateur de l'utilité d'une revue. Pourquoi? Pour gérer des collections de bibliothèques. Ça, je reviendrai. Et on voit que, ici, voyez-vous, il y a un gros texte très important dans la revue Science en 1975 qui, là, voit que l'analyse des citations devient un outil important pour les administrateurs de la science. Donc, lorsque Science le dit, c'est déjà institutionnalisé parce que c'est à la fin des années 60, mais ça devient visible publiquement, de façon plus générale, au milieu des années 70. Donc, la question, c'est au fond, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe à des données qualitatives
d'évaluation par les pairs, avec toute la lourdeur de ces mécanismes, la subjectivité des mécanismes, pour chercher des indicateurs soi-disant moins subjectifs, soi-disant plus objectifs, parce qu'ils sont quantitatifs. Un des éléments cruciaux, c'est la massification de la science après la Deuxième Guerre. On a tendance, je crois, à oublier parfois dans les explications que la morphologie même du champ scientifique, sa structure, a des effets par soi. Comme je vous le disais, au début du siècle, la physique, c'est 50 ou 70 individus, ce n'est pas 2000 personnes. Donc, c'est une petite communauté qui se connaît bien, qui n'a pas besoin d'aucun indicateur pour reconnaître, les gens se connaissent, on sait qui a fait sa thèse avec qui, il y a des réseaux, ce qui va devenir le fameux Old Boy Network. Et donc, montée des années 60, massification de la recherche universitaire, montée aussi de la critique des visions, des vieilles visions des choses, on commence à critiquer le Old Boy Network. Et on dit, au fond, sur quelle base on embauche? Lorsqu'il y avait 2, 3 applications, on pouvait toujours se renseigner, faire des téléphones. Lorsqu'on est devant 50 dossiers, on change d'échelle. Donc, la morphologie amène un changement qualitatif, structurel, qui oblige à changer les mécanismes d'évaluation. Et donc, on critique les fameux critères subjectifs de l'évaluation des dossiers. Et par exemple, ici, voyez-vous, toujours en 1975, un gros texte dans la revue Science qui parle de la controverse autour de l'évaluation par les pairs. Et là, c'est intéressant parce qu'on vient de parler du rôle des femmes dans le travail. Bien justement, ici, on a une chimiste qui vient d'apprendre dans son département de chimie dans une université américaine qu'elle n'a pas eu sa promotion, alors que 2 de ses collègues masculins, eux, ont obtenu la promotion. Elle considère que c'est une injustice. Elle se dit qu'elle est aussi bonne que ses deux collègues masculins, mais cherche une façon de le démontrer. Plus objective que son propre sentiment, elle se tourne vers l'analyse des citations et elle dit, regardez, si je regarde le nombre de mes publications, les citations, les références que les gens font à mes travaux, puis je fais des calculs, je m'aperçois que je suis aussi bon et même meilleur que mes 2 collègues. Donc, ça fait un peu scandale. Et on découvre qu'effectivement, là, les chercheurs eux-mêmes peuvent utiliser les données quantitatives comme armes pour critiquer des pratiques anciennes qui, dans ce cas-là, étaient des formes de sexisme. Donc, voyez-vous, par des petits mécanismes de lutte à l'intérieur du champ scientifique, on va commencer à utiliser des données quantitatives perçues comme plus objectives. Bien sûr, on sait que tout chiffre est construit et qu'il faut ensuite l'interpréter, mais au moins, il y a cette idée très forte qu'un chiffre, finalement, n'a pas le côté, on peut toujours le vérifier, on peut toujours le recalculer comme tel. Donc, on cherche des mesures objectives, mais un autre effet qui va se sentir surtout dans les années 2000, c'est que plus on va quantifier les évaluations, plus on va être capable d'avoir un contrôle de l'expertise des pairs. Parce qu'au fond, le problème avec l'évaluation par les pairs, c'est que c'est une connaissance spécialisée qui ne peut pas être prise par des non-experts. Donc, on est toujours pris à trouver des experts, des pairs pour évaluer. Mais si on quantifie et qu'on fait des calculs purement automatiques, on n'aura plus besoin de demander à personne quelle est la qualité de l'individu. On va dire, vous, je ne vous connais pas, mais j'ai regardé dans telle revue A+, vous avez 3,5, donc 3,5 est plus que 3, vous êtes le meilleur. Donc, ça permet non plus de demander à des collègues. Donc, il y a un côté dans l'évaluation quantitative qui est une désappropriation de l'expertise des pairs qui avaient le monopole de l'évaluation de leurs collègues. Et donc, on a le passage de ce que j'appelle des pairs aux experts, parce que si on regarde les comités d'évaluation, on s'aperçoit qu'avant, on parlait toujours des comités de pairs. Depuis les années 90, on utilise de plus en plus le mot comité d'experts. Ce n'est pas un hasard. C'est que le pair, c'est nécessairement un collègue dans le même domaine. L'expert, il peut venir de domaines assez différents, mais comme il va être complété par des chiffres, il peut faire partie du comité sans être un pair, parce que les chiffres vont remplacer les pairs. Et donc, l'avantage aussi de ces chiffres-là, sur le plan technique, pour comprendre comment ils vont se diffuser, c'est qu'on peut faire des opérations. Cette idée qu'une fois que c'est chiffré, on peut faire des nombres, on va donc commensurabiliser, les choses deviennent commensurables. Vous avez 3, l'autre a 3,5, on ne se demande plus si derrière ça, il y a des subjectivités incommensurables, ça devient commensurable. Et on peut faire des moyennes, on peut faire des classements. Donc, on voit que le nombre a une opérabilité que la subjectivité n'a pas. Ici,
même si ce n'est pas très visible, je vous montre un tableau d'évaluation au European Research Council. Lorsqu'un père est amené à évaluer un texte, au lieu qu'ils disent « oui, c'est très intéressant » ou « non, c'est plutôt moyen », un terme subjectif avec lequel on ne peut pas faire grand-chose, hein, dire « oui, c'est brillant, c'est nul », là, on dit « non, vous allez mettre un chiffre ». Donc, 2. Donc, 2, ça veut dire « très bien », 3, excellent, 1, c'est nul. Mais l'avantage, c'est que bien que l'individu B, 2, pour lui, c'est pas mal, puis 3, ben, c'est un peu mieux, mais il a mis 3. Donc, derrière la subjectivité totalement différente de ce que veut dire 3, le comité a des nombres. Et donc, il va faire la moyenne des 10 évaluateurs et dire le projet A a une moyenne de 2,5. Donc, 2,5, c'est entre pas mal et très bien. Mais au moins, comme c'est 2,5, on a fait des moyennes, on peut faire des écarts types et trouver ce qu'on appelle en anglais les outliers, donc les évaluations extrêmes, pour les pointer en disant, mais vous, pourquoi vous avez mis si haut par rapport à la moyenne? Donc, on voit que la force du nombre, l'opérabilité du nombre est une force intrinsèque qui vient s'ajouter aux stratégies de contrôle aussi de l'évaluation par des comités de moins en moins composés de pairs et de plus en plus, pour faire ma blague habituelle, d'impairs. Donc, ça amène quoi, ça? Ça amène bien sûr la course aux indicateurs. Parce qu'une fois qu'on a compris que des chiffres, ça nous permet de manipuler des choses, remplacer des experts, ça coûte aussi moins cher, moins de billets d'avion, moins de repas, on fait ça par électronique. Donc, il y a toute une mécanique qui vient accélérer une tendance qui était mise en place dans les années 70 pour éviter la subjectivité et la remplacer par, soi-disant, l'objectivité. Donc, il y a tout un ensemble d'indices sur lesquels je ne reviendrai pas, mais ceux qui connaissent un peu le domaine, on sait que les chercheurs aujourd'hui s'évaluent constamment les uns les autres en se lançant au visage leur indice H. Donc, l'indice H, c'est un indice très compliqué qui, soi-disant, mesure la qualité d'un chercheur. J'ai parlé du facteur d'impact qui est très important. Toutes les revues aujourd'hui disent « mon facteur d'impact est de 4,231 ». L'autre dit « non, le mien est de 4,238 ». Et quand je dis 4,238, c'est qu'il faut bien savoir que le facteur d'impact a effectivement 3 décimales. Ce qui, pour un physicien, est un peu surprenant, parce que vous savez qu'en gros, en physique, on mesure au mieux, sauf quelques constantes particulières, à un chiffre après le point, une décimale, ça nous donne déjà une bonne idée du phénomène. Prenons un exemple simple. Si je veux savoir la température ici, je dis, bon, il fait environ 20 degrés, c'est très bien. Mais si vous me dites, non, il fait 20,231 degrés, tout le monde va se mettre à rire. Pourquoi? Parce qu'on a l'intuition que la température, c'est bon à un demi-degré près au mieux, et même 1 degré suffit pour connaître quelle est la température de l'environnement. Mais dans le domaine de l'évaluation, le délire actuel est tel que les gens ne s'aperçoivent pas que donner le facteur d'impact à 3 chiffres après le point est une pure absurdité. Mais pourquoi ça existe à 3 chiffres après le point? La raison est simple, c'est que ça permet de faire des classements. Donc, lorsqu'on vous dit dans un classement que vous êtes 41e, on peut dire que vous êtes 41e seulement parce qu'on donne 3 chiffres après le point. Si on prend les facteurs d'impact et on les amène au premier chiffre, on s'aperçoit qu'il y a 3 revues en dehors et toutes les revues sont ex aequo. Donc, pour diminuer les ex aequo dans une classification où chacun doit avoir son rang, il faut augmenter le nombre de décimales. Et ce nombre-là est évidemment un nombre complètement arbitraire. Donc, on peut aussi faire des sondages auprès des experts, mais là, on retombe dans le qualitatif. Mais c'est fait dans un certain nombre. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a des effets en retour. On a parlé des citations que dès le 18e siècle, on était conscient de leur présence. La quantification va avoir un effet en retour au niveau des individus de modification des comportements. Les individus qui savent que maintenant les citations peuvent être comptées vont, de façon réflexive, modifier leur comportement et faire un usage stratégique des citations. Soit se citer systématiquement, soit citer leurs collègues, soit ne pas citer leurs ennemis pour pas qu'ils aient des promotions, bien sûr. Et aussi, un autre effet beaucoup plus subtil, mais qui est démontré dans la littérature, des effets indirects sur les objets de recherche eux-mêmes. Si on est évalué par les facteurs d'impact des revues élevés, les facteurs d'impact des revues amènent à des revues qui ont certains domaines de prédilection. Toutes les revues ne s'intéressent pas aux mêmes objets. Et donc,
aller dans une certaine revue, soi-disant pour sa qualité, c'est oublier qu'une revue, c'est aussi un domaine de recherche particulier. Donc, on peut montrer qu'il peut y avoir une dérivation des objets de recherche. On peut abandonner des objets de recherche qu'on pourrait appeler locaux pour des objets plus prestigieux qui vont faciliter la publication dans les revues soi-disant prestigieuses. Au niveau des institutions, ça donne aussi des comportements déviants qui existent. J'en vous donne un seul exemple. C'est l'achat des auteurs et de leur adresse. Il faut bien comprendre que lorsque les universités sont classées ou lorsque des facultés de gestion, des écoles de commerce sont dans des classements, le classement se fonde aussi sur le nombre de publications. Et donc, il y a deux façons d'augmenter le nombre de publications d'une institution. Embaucher des chercheurs de qualité qui vont publier, ou une façon un peu plus brillante, dans un sens, qui coûte moins cher, et qui ça a été démontré, c'est dans la littérature, c'est de donner à des professeurs reconnus à l'international le statut de chercheur associé. C'est le cas de l'Université King Abdelaziz en Arabie saoudite, KAIST, qui donne des statuts à des professeurs invités, leur donne des contrats de collaboration, mais au fond, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rajouter à leur adresse institutionnelle une deuxième adresse, qui est celle de cette institution-là. Effet mécanique dans les classements, le nombre de publications de cette université a augmenté parce qu'il faut bien voir que compter des publications, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder l'adresse inscrite sur la publication dans la base de données. Donc, les gens ont compris, il suffit de rajouter des adresses. Et vous pouvez vous faire payer pour ajouter votre adresse. Donc, on voit qu'il y a des comportements déviants dus à ces systèmes-là. Bon, je ne développe pas, vous avez compris. Et on a parlé d'évaluation, mais en conclusion, je vais vous amener aussi le passage de l'évaluation au classement. Et c'est donc ces classements-là qui vont amener les effets pervers dont je viens de vous dire un mot. De l'évaluation au classement, peut-être qu'en France, vous connaissez surtout le fameux classement qui est publié depuis 2003, parce qu'encore une fois, les hautes autorités en ont fait des gorges chaudes à partir de 2004 et surtout de 2007. C'est le fameux classement de Shanghai des grandes universités mondiales, où chaque année, les ministres de la Recherche se plaignent de ne pas avoir suffisamment d'universités françaises dans le classement de Shanghai, sans jamais se demander la chose élémentaire. Mais qu'est-ce que le classement de Shanghai? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire qui fait qu'il n'y a pas d'université française qui sorte de la boîte noire du classement de Shanghai? Lorsqu'on ouvre la boîte noire, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui grenouillent dans la boîte, et lorsqu'on regarde, on s'aperçoit que c'est assez problématique, les indicateurs. Hein? Il y a beaucoup de publications qui le démontrent, c'est des indicateurs non valides. Je ne le démontrerai pas ici, c'est trop long. Mais dans cette multiplication des classements, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a maintenant une dérive et surtout une diversité des classements qui en vient un peu absurde. Un classement qui est très peu connu, mais que j'utilise toujours, c'est le classement des universités vertes. Parce que vous savez, on peut avoir un classement sur toutes sortes de choses, mais ça, c'est un classement qui existe et qui classe les universités en fonction de s'ils sont plus vertes ou non. C'est la mode d'être vert. Tout le monde est écolo, donc les universités doivent être écolo. Il y a un classement qui va vous classer. Et là, ça nous montre un cas extrême. Et ce qui est intéressant dans les comportements, c'est de prendre toujours les cas extrêmes pour nous montrer les tendances. À quoi ça sert, ces choses-là? Bien, ça sert, au fond, essentiellement aux universités pour le marketing de leur institution. Ça leur permet, à chaque année, à une date fixe, de dire on a monté de 2 rangs dans tel classement, peu importe le classement, l'important, c'est d'être haut dans le classement. Parce que les universités sont de plus en plus gérées par des gestionnaires qui s'intéressent uniquement à l'image. Et donc ici, moi, j'utilise ce classement-là depuis 2-3 ans, personne ne le connaît, mais maintenant, il est utilisé par les universités et au mois de janvier dernier, c'est réalisé la prédiction que je faisais, c'est qu'il y a une université qui va s'en servir dans les journaux. Et ici, donc, le 29 janvier 2014, l'Université de Sherbrooke, qui est au Québec, se vante d'être première au Canada et au Québec dans le classement des universités vertes. La question que personne ne se pose, c'est que l'université soit verte, c'est peut-être utile, mais est-ce que les cours sont bons? Est-ce que le professeur donne des cours dans l'université verte ou il fait pousser des plantes? On ne sait pas. Et donc, vous voyez que la multiplication des classements, et j'en oublie, il y a le Times Higher Education Supplement, il y a le US News and World Report qui classe les universités, toujours avec des indicateurs différents. Ce qui pose la question de l'importance de créer des indicateurs de qualité. Et il s'est créé justement ce qu'on a appelé les principes de Berlin,
qui ont été définis par une organisation autoproclamée composée de ceux qui font les classements. Donc, c'est assez intéressant. Donc, regardons, ceux qui font les classements nous disent, voici comment faire des bons classements. Ils nous donnent des principes qui sont les suivants, je les cite. Définir clairement les buts visés, donc pourquoi vous faites un classement, bon, ça a l'air sympathique. Il faut être transparent dans la méthodologie, c'est assez une bonne idée. Lorsqu'on ouvre la boîte, elle devrait être transparente. Choisir des indicateurs adéquats et valides. Ça, c'est très intéressant parce qu'il faut aussi faire attention. On nous dit qu'ils doivent être adéquats et valides, mais on ne nous donne jamais les critères qui montrent qu'ils sont adéquats et valides. Et je vais vous montrer ensuite qu'on peut établir ces critères-là. Je l'ai fait parce que ça n'existait pas. Tout le monde dit oui, il faut qu'ils soient valides. Je dis oui, mais ce n'est pas ça qu'il faut montrer. Il faut dire, avez-vous des critères précis de tester la validité? Le quatrième, c'est d'identifier clairement la pondération, parce que vous savez, la plupart des classements additionnent des choses hétérogènes, et donc disent le premier vaut 50, l'autre 20 l'autre 12,5, et donc il faut établir la pondération, et ils disent de la garder fixe, ce qui est problématique, parce que si la première distribution est fausse, bien, comme il faut la garder fixe, ça va rester fausse très longtemps. La nouvelle très intéressante, c'est qu'en plus de... Donc, il faut reconnaître la diversité des institutions. On n'a pas évalué de la même façon des institutions différentes. Maintenant, regardons la réalité, c'est qu'au fond, aucun de ces critères élaborés dans le principe de Berlin ne sont appliqués dans les classements. Donc, les classements créés par l'organisation qui dit comment faire les classements n'appliquent pas ces principes. Je ne vous le démontre pas ici, mais je l'ai démontré ailleurs. Donc, ça nous amène à dire qu'il faut créer des critères d'indicateurs. J'ai 4 critères sur lesquels ce sera très long, mais je vous dis, comme exercice à la maison, chaque indicateur, un par un, et il y en a des centaines. Par exemple, dans la LOLF en France, il y a, je pense, 893 indicateurs différents pour évaluer tous les programmes de l'État français. Donc, il faut prendre les indicateurs un par un et vérifier s'ils obéissent à ces 4 principes, sur lesquels je n'aurai pas le temps de m'attarder beaucoup. Donc, je vais vous donner un seul exemple, dire qu'il doit être adéquat à l'objet. C'est l'idée que l'indicateur, au fond, c'est quoi un indicateur en sciences humaines? C'est une mesure quantitative continue dans le temps d'un concept. Ici, le concept, ça peut être la qualité, ça peut être autre chose. Donc, prenons un cas simple en physique, le concept de température. Si vous voulez savoir s'il fait chaud, si on doit s'habiller ou non, vous prenez un thermomètre, parce que le thermomètre vous dit la température. Si par contre vous voulez savoir l'humidité, vous ne prenez pas un thermomètre, vous prenez un hygromètre. C'est un autre appareil de mesure qui mesure une variable différente. Et donc, le thermomètre doit être homogène dans sa mesure. Mais aussi, il faut que, lorsqu'il varie dans le temps, donc si vous avez un indice quel qu'il soit, lorsqu'il varie, il faut que la variation de l'indice corresponde à notre intuition de l'inertie de l'objet. Dans le cas du thermomètre, l'exemple est simple. Si ici, vous avez une salle où il n'y a pas de courant d'air, les portes sont fermées, on sait par la thermodynamique et par le sens commun aussi que la température reste à peu près stable. Si le chauffage part, la température va se mettre tranquillement à monter. Donc, si je mets ici un nouveau thermomètre numérique et que je constate en parlant qu'il est à 20 degrés et qu'ensuite, au bout de 2 minutes, je regarde et il a baissé à 18 et ensuite, il a remonté à 23, personne ne va se dire qu'il y a des fluctuations de température. Tout le monde va conclure que le thermomètre est brisé. C'est aussi simple que ça. Donc, prenez des classements maintenant. Si vous avez un classement qui vous dit en 2010, mon université a monté de 8 rangs par rapport à 2009 et que l'année après, elle a baissé de 3 rangs, les universités se disent « Ah oui, il faut... » Non. Les universités réagissent au classement alors que la variation importante du classement démontre que le classement est brisé, est un thermomètre brisé. Parce qu'une université, c'est un gros bateau, et donc l'inertie d'une université fait que ça peut varier lentement. Donc si sur 10 ans, vous voyez une baisse récurrente, il se passe quelque chose. Mais une année et que ça fluctue, c'est une fluctuation statistique, ce n'est pas une variation de l'unité. Donc la variation en fonction de l'inertie nous montre que les classements qui montent et qui descendent ne mesurent pas la variabilité de l'institution, mesurent la mauvaise conception de l'indicateur. L'autre chose qui est importante, c'est que la relation entre le concept mesuré et l'indicateur choisi doit être monotone croissante.
Exemple simple, dans les classements des universités, on a un des indicateurs auxquels on ne porte pas beaucoup attention. Dans le classement du Times Education Supplement ou même dans le classement américain, on a un indicateur qui calcule la proportion des professeurs étrangers au sein de l'université, comme indicateur de qualité de l'université. Or, un indicateur devant être monotone croissant, pour le tester, il suffit de dire, OK, si je prends le thermomètre, 30 degrés, c'est une température, 1000 degrés, c'est encore une température, mais beaucoup plus élevée. C'est le même concept qui est mesuré. Si maintenant vous prenez la proportion des professeurs étrangers dans une institution, si vous avez 12, vous dites, bon, 12, bon, est-ce que c'est beaucoup? On ne sait pas trop, il faut comparer avec la moyenne. Mais si maintenant vous dites, OK, supposons que j'ai 90. Si l'indicateur est une mesure de la qualité, il doit être monotone croissant, et 90 de professeurs étrangers doit être mieux que 10 de professeurs étrangers. Or, c'est évidemment une absurdité, c'est beaucoup plus une mesure du niveau de colonialisme de l'institution que de la qualité de son institution. Si 90 des professeurs sont étrangers, c'est que l'institution n'a jamais été capable de produire localement ses produits et donc doit les importer, en toute probabilité, sociologiquement, parce que c'est une institution qui a été colonisée. Donc, cet indicateur-là ne mesure pas la qualité parce qu'il n'est pas un indicateur au sens technique du terme. Donc, et bien sûr, tous les palmarès existants, 90 des indicateurs n'obéissent à aucun de ces principes. Mais à quoi servent les indicateurs à ce moment-là? À quoi servent les classements? Ils servent purement de marketing aux institutions. Et ça a des effets pervers assez extraordinaires. Je vais vous donner un seul exemple. Ici, vous avez une université, c'est tous des exemples réels, qui nous dit que l'université Guelph, en Ontario, se place premier dans un rapport, on ne sait pas lequel, mais dans un rapport de l'inventivité des universités canadiennes. Et donc, l'université se vante dans ses journaux qu'elle est première dans un classement donné. Quel est ce classement? Ce classement est celui-là, et si on avait le temps, on pourrait montrer que ce classement-là est un classement qui n'a pas de sens, parce que la normalisation du nombre d'inventions par professeur et du nombre d'inventions par investissement en recherche et développement est une normalisation qui n'a pas de sens parce qu'il compare l'Université de Guelph, qui est une université agricole, une école de génie ETS, avec une université qui a 2000 profs, incluant des profs de physique, de chimie, de philosophie, de mathématiques. C'est ce qui explique qu'aucune des grandes universités du Canada n'est présente dans le deuxième et ils sont à la queue du premier. Donc, l'indicateur a été mal construit, mal normalisé, mais les universités l'ont utilisé sans ouvrir, encore une fois, la boîte noire pour le déconstruire et s'apercevoir que la raison pour laquelle aucune grande université canadienne n'est élevée sur l'inventivité n'est pas parce qu'ils sont faibles en inventivité, mais c'est parce que ceux qui ont créé ça, l'Impact Group, ont fait des divisions avec des chiffres qui n'ont aucun sens, mais qui ont été utilisés quand même. Donc, il faut évaluer les évaluations. Et on peut là aussi se servir, au fond, des principes du management public, qui nous dit que la reddition de comptes, c'est important, qui nous dit que l'efficience, c'est important, qui nous dit que la transparence, c'est important. Et effectivement, dans le nouveau management public, on peut prendre avis sur eux et se dire, effectivement, il faudrait l'appliquer aussi à l'évaluation des institutions et des classements. Et on s'aperçoit que lorsqu'on applique ces principes-là du nouveau management public, qui lui-même a amené un certain nombre de ces classements, ils n'obéissent pas eux-mêmes à leurs propres principes. Donc, les principes que j'ai énoncés de critères d'évaluation des indicateurs nous permettent de mettre en application l'évaluation de l'évaluation. Donc, en conclusion, parce qu'on ne peut pas être contre l'évaluation, j'ai montré qu'elle existe depuis 3 siècles. Mais la question d'actualité, c'est que l'évaluation doit être contrôlée pour éviter les dérives. Et donc, on doit adapter les techniques de l'évaluation à l'échelle d'analyse. On a mentionné rapidement qu'évaluer au niveau individuel n'est pas la même chose qu'au niveau institutionnel. Et au niveau d'une université, on peut évaluer de 2 façons, par la somme arithmétique des individus, ce qui est le cas lorsqu'on fait de la bibliométrie, parce qu'on fait la somme de toutes les publications individuelles. Et là, on a une évaluation qui est l'incarnation de l'individualisme méthodologique. L'université n'est que la somme arithmétique pondérée des publications des individus. Par contre, on a des évaluations des universités qui peuvent être aussi holistes, où on fait des sondages, où on demande aux gens « Que pensez-vous de telle université? » Et là, c'est une synthèse subjective qui permet de classer les universités. Donc, 2 méthodes qui reflètent, au fond, 2 visions de l'organisation. Il faut donc aussi s'assurer que les indicateurs de performance choisis
soient non seulement multiples et bien définis, mais correspondent bien à la mission de l'institution qui est évaluée. Et il est difficile, et là je pense que même c'est impossible, de contourner l'usage de données chiffrées pour les raisons que j'ai indiquées. La donnée chiffrée est manipulable, elle permet de faire des opérations, elle a cette aura d'objectivité, et donc on ne peut pas penser que dans un monde de rationalisation de plus en plus grand, on pourrait revenir à une étape antérieure aux chiffres. Donc, la solution, c'est, et un certain nombre d'institutions qui commencent à le comprendre, c'est que les données chiffrées ne sont au fond que des aides au jugement, ce sont des aides à la décision, ce ne sont pas des décisions. Pour chaque indicateur, on pourra montrer que vous pouvez toujours tirer deux conclusions inverses. Deux conclusions inverses qui vont dépendre de votre politique. Si vous avez une institution relativement faible, vous pouvez décider de la fermer, ou vous pouvez décider que vous allez au contraire la renouveler en réinvestissant dedans pour augmenter sa qualité. Donc, pour n'importe quel indicateur, sans exception, vous pouvez toujours avoir deux politiques. Donc, lorsque le chiffre se présente comme une politique, au fond, c'est une arnaque. La politique est toujours indépendante du chiffre et le chiffre peut l'éclairer, mais ne peut pas la remplacer. Sur ça, je vous remercie. On a peu de temps pour les questions, mais évidemment, il y a un jeu, en quelque sorte, ou une situation de mise en abîme progressive du travail, de la situation d'évaluation, puisqu'on peut se dire que dès lors que tu émets des critiques comme celles que tu émets, elles deviennent de connaissances communes dans une communauté scientifique. Et ton indice d'avance sur l'opinion commune existe, mais il va être très vite, ton analyse va être absorbée. Donc, qu'est-ce qui fait que la critique est absorbable ou pas? Est-ce que c'est simplement le fait qu'on sort de la communauté scientifique stricto sensu pour aller vers les administrateurs qui sont ceux qui, au fond, ont la culture la moins développée en matière de critique des outils? Et est-ce que l'analyse que tu fais est plutôt une analyse des dérives de l'organisation et de l'impuissance des politiques à connaître leur organisation, ou une analyse de la technique même de l'évaluation qui, par elle-même, va s'améliorer progressivement? Et donc, voilà. Effectivement, dans mon analyse, il y a les deux aspects. Parce qu'on a eu tendance, de façon beaucoup trop simpliste, à dire d'un côté, on a les chercheurs qui, eux, sont bons, sont sympathiques. De l'autre côté, on a la mauvaise administration qui leur impose des critères d'évaluation. On entend souvent que les critères d'évaluation viennent d'en haut. Mais ça, sur le plan empirique, c'est complètement faux. Un bon nombre des indicateurs quantitatifs de bibliométrie sont promus par les chercheurs eux-mêmes. L'indice H n'a pas été inventé par des administrateurs, il a été inventé par un chercheur. Donc, la critique méthodologique doit avoir des effets aux deux niveaux. Par exemple, au niveau des chercheurs, ceux qui ont utilisé l'indice H n'ont aucune expertise en matière de construction des indicateurs. Un indicateur, ce n'est pas n'importe quoi, ça doit avoir des propriétés. Et les chercheurs dans mon domaine ont montré rapidement, par exemple, que l'indice H a des propriétés complètement absurdes. Et que donc, c'est non seulement un mauvais outil, mais c'est un outil qui, s'il est utilisé, va avoir des effets pervers parce que les politiques qui vont être, ou les choix qui vont être faits ne seront pas conformes, au fond, à la réalité. Donc, il est double, amener les chercheurs eux-mêmes à dire « ouvrez la boîte noire, regardez ce que vous faites », et au niveau institutionnel, les organismes, qui, eux autres, au lieu de sauter sur les premiers classements venus, et surtout en tirer des politiques. Si les classements, les évaluations ne servaient qu'à l'image publique, ce sera peut-être moins grave. Mais le problème, c'est qu'elles servent à la prise des décisions pour orienter. Par exemple, si on peut prendre des cas précis, dans le cas de la France, on a une vision des choses actuellement. Moi, j'observe ça de l'extérieur, mais ça fera un incident diplomatique si on veut, mais de l'extérieur, on s'aperçoit que les politiques sont fondées sur l'idée que les masses, ça va nous faire augmenter de qualité, que plus c'est gros, mieux c'est. Or, les meilleures universités classées aux États-Unis sont minuscules. Le California Institute of Technology, c'est à peu près 3000 profs et 300 professeurs. Les grandes universités ne sont pas des masses de 20 000 et de 30 000. Or, la création d'organismes où on met les presses, les pôles de recherche en enseignement supérieur, qui mettent ensemble 4-5 institutions,
sous prétexte que ça va leur donner une visibilité internationale, m'apparaît fondée sur une méconnaissance des mécanismes de reconnaissance des institutions individuelles. Et donc, cette critique-là, effectivement, vous avez raison de dire qu'elle va être intégrée, et l'idée, c'est de dire, oui, on fait de l'évaluation, mais au moins qu'on le fasse avec les bons indicateurs. Et surtout qu'au niveau individuel, les pairs sont encore ceux qui contrôlent l'évaluation. Bien qu'il y ait de plus en plus des tendances numériques, il faut quand même rappeler que c'est encore la majorité qui sont évaluées par les pairs. En Angleterre, le fameux Research Assessment Exercise, qui a été mis en place dans les années 80 et qui s'effectue à tous les 6 ans, fait intervenir 1500 chercheurs. Donc, c'est encore des gens qui évaluent des collègues. Donc, au moins, la dérive n'est pas encore trop grande, mais il y a une pression, parce que ça coûte très, très cher, ça coûte des millions d'euros évaluer des institutions. Donc, si on mécanise l'évaluation, ça coûte moins cher, puis on a toujours cette aura d'objectivité. Et il faut toujours critiquer aux deux niveaux, parce que les chercheurs se tirent dans le pied lorsqu'ils utilisent des indicateurs qui ne sont pas bons, parce que, par exemple, les économistes qui sont très bons pour utiliser les facteurs d'impact des revues dans les comités, ils sont très bons pour faire cela, n'ont pas observé que d'autres économistes ont montré que ça a comme effet d'abandonner des objets de recherche qui n'ont pas le prestige, mais qui sont socialement très importants. L'importance des sciences humaines et sociales, c'est d'étudier les réalités locales. Il n'y a pas d'électrons canadiens, mais il y a une société canadienne. Il n'y a pas de galaxie française, mais il y a une société française. Et donc, cette localisation, au fond, cette indexicalité, comme disent les ethnométhodologues, de l'objet a des conséquences sur l'évaluation. Et donc, si les revues sont évaluées en fonction de critères extérieurs, ces revues vont s'adapter et vont étudier des objets extérieurs, et les objets locaux vont être abandonnés. Donc, c'est toujours cette prise de conscience des effets pervers. Donc, je dirais que c'est la base de la sociologie, c'est de rappeler aux gens qu'au fond, dans nos prévisions, dans nos actions, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est les effets imprévus. Donc, c'est le sens de la critique que je fais, d'où le sous-titre du bon usage de la bibliométrie. Ça veut dire qu'il y a des gens contre la bibliométrie. Je pense qu'ils se trompent. C'est un outil qui, au niveau agrégé des données, est très éclairant sur la dynamique de la recherche, mais il faut en faire un usage rationnel, un usage contrôlé, comme tous les indicateurs qu'on doit utiliser. Il faut d'abord les valider avant de les utiliser. Je vais juste évoquer une deuxième question. C'est évidemment la recherche dans la production d'un établissement universitaire. C'est la partie la plus valorisée, mais aussi d'une certaine manière, malgré tout le bruit que contient l'outil d'évaluation, la plus facile à évaluer à travers la mise en place de tout ce qui s'est fait, corrigé, transformé, etc., ou parfois dérivé. Les autres actes de travail sont beaucoup plus difficiles à évaluer et n'obéissent peut-être pas à la même distribution qui est assez violente. La recherche, c'est une situation parétienne, comme tu sais. C'est très inégalitaire, tandis que l'autre partie est moins inégalitaire. Comment est-ce qu'une organisation absorbe cette situation, à ton point de vue, d'avoir des performances d'actes de travail extraordinairement composites Oui, ça, c'est une question très importante parce que ça nous amène à un point que je n'ai pas eu le temps de discuter, c'est le fait qu'effectivement, lorsqu'on a des nombres, on a ce que j'appelle, au fond, l'effet du lampadaire. Hein? Vous connaissez peut-être cette histoire. C'est l'individu en état d'ébriété, un peu saoul, qui cherche ses clés. Un bon samaritain passe, regarde l'autre, dit « Qu'est-ce que vous faites? » Il dit « Je cherche mes clés. » On ne voit rien, il fait très... Il cherche les clés, l'autre, il dit « Mais on ne voit pas de clés autour. Est-ce que vous êtes certain, cher monsieur, d'avoir perdu vos clés ici? » Il dit « Non, j'ai perdu mes clés là-bas, mais ici, au moins, il y a un lampadaire, il y a une lumière, on voit. » Donc, l'effet lampadaire, c'est que vous avez un indicateur, vous dites « Au moins, j'en ai un. » Il y a l'effet, donc, de rendre invisible un ensemble de pratiques et d'actions. Dans l'université, 80% de l'action de l'université, c'est l'enseignement. Évaluer l'enseignement, comment ça se fait? On ne sait pas vraiment faire. Donc, on ne l'évalue pas. Donc, les classements des universités, n'étant fondés que sur la recherche, a l'effet pervers d'oublier complètement qu'un bon nombre d'institutions, leur but premier, 80% de la pyramide, c'est de la licence, c'est du master, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis du bachelor, et ce n'est pas le doctorat de recherche. Et donc, ces institutions-là deviennent secondaires. Et l'effet pervers, c'est que ça va amener les institutions à investir dans la partie recherche, donc laisser de côté la partie enseignement, qui est la plus importante pour la plupart des institutions, et pour amener une dégradation des conditions
C'est ce qui arrive lorsque des universités engagent des grands chercheurs qui leur coûtent cher, mais ne leur font pas enseigner, et engagent, au fond, des assistants à temps partiel pour donner plein de cours. Et ça, c'est démontré. Hein? Aux États-Unis, depuis 20 ans, la proportion des professeurs en tenure track diminue et la proportion des chercheurs à temps partiel augmente de façon continue. Et la majorité des emplois aujourd'hui, aux États-Unis, dans les grandes universités même, sont des postes à temps partiel. Pourquoi? Parce qu'on veut se chercher les gros chercheurs à qui on va donner des conditions extraordinaires, et le gros chercheur va dire « Moi, je viens de votre institution, mais je n'enseigne pas, ou très peu. » Et donc, l'université doit s'adapter. Donc, l'effet du lampadaire est un effet qu'on a tendance à oublier parce qu'effectivement, il est invisible. Et là, on parle uniquement de l'enseignement. Hein? On ne parle même pas de l'attention donnée aux étudiants, etc., qui est encore plus évanescent. Et donc, on ne mesure pas du tout ça. Et tous les classements se contentent des mesures accessibles, et ça amène les universités à parler uniquement de recherche. La plupart, si vous écoutez les discours des présidents d'université, à la plupart des endroits dans le monde, quand ils parlent de leur recherche. Ils disent, on a eu 2 millions, on a eu un IDEX, on a eu un LABEX, mais ils ne nous disent pas si les étudiants qui terminent leur licence en psychologie ont des emplois. Ils ne nous disent pas si le programme est à jour ou leur parle de Freud de 1910. Donc, il y a un problème réel qui est lié à la prise de conscience de l'évaluation. Il faut regarder les tâches des institutions et ça arrive une dérive des missions académiques. Et la mission académique étant la somme de l'enseignement et de la recherche, les critères d'évaluation étant fondés sur la recherche, il y a donc une attraction vers la recherche pour s'y adapter. Merci Yves pour cet exposé superbe. Et je vous renvoie donc, faute de pouvoir prolonger la discussion, mais si vous voulez venir lui poser une question, il sera disponible dans quelques instants. Son livre, Les dérives de l'évaluation de la recherche, qui est un petit livre par le format, mais beaucoup plus riche que le format ne se laisse supposer. Il est considérablement informé. Vous l'avez compris. Merci. Au revoir.